L'émotion ténèbre et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai compris. Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin conducteur de l'école de Corée. En France, quand je suis arrivé, j'avais honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission Chant littéraire. Pour votre 11e numéro, ce soir, nous recevons le poète écrivain, lauréat du prix David Diop de la poésie 2024, Docteur Ndongo Mbaye. Bonsoir docteur. Bonsoir, monsieur, comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir chaque fois de voir le sourire, cette manière si extraordinaire et si délicieuse. Merci de beaucoup. dire les choses. Merci beaucoup. Et vraiment pour moi c'est un honneur parce que me faire quitter Yembel un lundi, Ah oui, je crois bien. Non, pour moi c'est un honneur. Merci beaucoup. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. Monsieur Mbaye, qui est docteur Ndongo Mbaye? Docteur Ndongo Mbaye, c'est un enfant qui est né à Yembel, à 20 km de Dakar. Dans ce village où j'ai connu une enfance extraordinaire, avec un papa formidable, Aladji Mbaye Thiofal, je le salue là-bas, et puis ma mère, Adja Fabalamba, une mère délicieuse, tellement extraordinaire, qui nous a tellement appris des choses, surtout la solidarité et la générosité, une femme de cœur. Et donc je suis né là, après j'ai fait l'école primaire à Yembel, puis ensuite le lycée Blaise Diagne, où après le baccalauréat, une mention bien, je suis allé en France, donc en 1974, je me rappellerai toute ma vie, le 22 septembre 1974, donc je suis arrivé en France pour faire ce qu'on appelle les préparatoires, Hippocagne et la Cagne. Et après, la vie s'est déroulée jusqu'à mon doctorat que j'ai soutenu le 15 octobre 1982. Et ensuite, je suis devenu fonctionnaire territorial en France, donc dirigeant les gros services sociaux dans les grandes mairies françaises et en même temps professeur à l'université de Dakar. Pendant 35 ans, je faisais le va-et-vient entre Paris et Dakar. En même temps, je suis sociologue et journaliste. Donc voilà, j'ai cette chance-là d'avoir ce panel de, j'avais pas dit de savoir, mais simplement de curiosité. D'accord. De curiosité. Depuis quand écrivez-vous? J'écris en fait depuis que je suis au lycée en seconde, mais j'ai commencé à publier qu'en 2005 en France. Et mon premier recueil de poésie s'appelle Amour, pluriel, savane au pluriel. Et c'est sorti en février 2005. D'accord. Voilà. Comment vous vient l'inspiration? L'inspiration, elle vient de partout et tout le temps. Et je n'ai pas du tout, comment dire, d'espace particulier. Tous les espaces pour moi sont des espaces d'inspiration. Toutes les personnes que je rencontre sont des personnes d'inspiration. Tous les souvenirs que j'ai dans ma mémoire sont des souvenirs d'inspiration. Et donc tous les paysages où je suis dans la nature, etc. Et puis la nature humaine qui est immense et infinie. Et puis il y a aussi Dieu, la nature divine. Il y a toute cette immensité de Dieu, cet infini divin aussi, où l'on peut puiser à l'infini. Et je crois que l'inspiration, elle est partout. Et c'est vrai que je parle beaucoup d'amour. Je parle beaucoup de solidarité, je parle beaucoup de fraternité, je parle beaucoup de sentiments, d'affection, mais en même temps je parle aussi de la vie et de la mort. Oui, pourquoi pas? Parce que la vie c'est la mort Ah aussi, oui, et la mort ça, c'est la vie. Donc moi j'en parle d'une manière très décontractée, très relaxe, très quiète, plein de quiétude et de sérénité, parce que pour moi, la mort ce n'est pas du tout un affolement, c'est pas... Non, c'est juste un départ pour un ailleurs. C'est tout. D'accord. J'ai un grand frère qui disait que la mort c'est un déplacement. mais moi j'aime bien cette manière qu'ont les gens, justement,
j'allais presque dire de taquiner la mort. Oui, oui. C'est ça Vous le aussi. disiez, c'est un déplacement. Mais oui, parce que Dieu nous donne la latitude de taquiner. Ouais. Dieu aime bien qu'on lui fasse des choses et puis ensuite qu'on lui demande pardon. Oui. Moi, je parle à Dieu. Ah oui, c'est ça. Et là, je lui dis ce que je pense et puis je lui dis, après je lui dis, écoute, il y a un lien. Moi, je n'ai rien demandé. Ah oui, donc c'est maintenant ça. que je suis là, Dieu, faites de moi ce que vous voulez. Ouais. Mais moi, je vous parle parce que j'ai besoin de vous. Et je crois que c'est ça aussi la relation que nous avons avec le divin. Oui, ça, Et c'est très important. Qu'est-ce que vous avez commencé par écrire? J'ai commencé par écrire, en fait, comment dire, des histoires de famille, des histoires de ma vie au village, des histoires aussi de mes amourettes à l'école primaire, et puis de mes amourettes au lycée. C'est ça, mes amours. J'ai commencé à écrire aussi des textes poétiques, mais qui étaient des textes poétiques qui étaient presque mimétiques par rapport à Victor Hugo, à Lamartine, à Alfred de Vigny, à Arthur Rimbaud, etc. Et puis ensuite, bien après, j'ai compris que l'écriture, c'était ce qu'on appelle en philosophie une idiosyncrasie, c'est-à-dire quelque chose qui est particulier. C'est une singularité, c'est une spécificité. Il faut puiser dans son cœur et dans ses tripes, dans son ventre. Oui. C'est plus profond que ça. Mais oui, c'est ça. Et tu ne peux pas prendre la place de Senghor. C'est déjà pris. Oui. Senghor existe, il existait. Tu ne peux pas prendre la place de Aimé Césaire. Tu ne peux pas prendre la place de mon grand ami Paul Dakeyo, ni de mon ami Amouri Liman Khan. Mais c'est des places qui sont déjà prises. C'est eux. Donc essaie de te mettre à la place de Ndongombaye, à la place de Moussou Yabakhati. Parce que c'est comme ça qu'on devient singulier. C'est comme ça que l'écriture... C'est d'une particularité quand même. C'est une particularité. C'est ça, cette singularité, cette particularité. Mais si elle n'est... Chaque fois que j'ai les jeunes qui me disent « Mais doyen, nous voudrions écrire comme vous », je dis « Vous feriez une très grosse erreur. N'écrivez jamais comme moi. Je suis honoré. Je suis honoré, je suis flatté. Mais n'écrivez jamais comme moi. Essayez d'écrire comme vous avez envie d'avoir votre style. D'avoir votre style. Et vous verrez, c'est comme ça que vous serez reconnu. Je crois que c'est ça qui est important. Oui, c'est très important. Oui. On ne peut pas déroger ça dans les Alors, bien sûr, quand tu les corriges, ils me disent « Oui, doyen, nous voudrons écrire comme vous, vous avez un manuscrit, vous allez nous faire une préface. » Je dis « Moi, je ne fais jamais de préface ni de postface sur un manuscrit que je n'ai pas du tout qualifié de bon. Jamais de la vie. Je ne qualifie jamais un manuscrit par affection. Jamais. Je le relis, je le lis par pure rigueur, par exigence et par humilité. Et c'est comme ça que je fais, et Dieu sait que j'en reçois des manuscrits. Ah, oui. Je suis correcteur de plusieurs maisons d'édition. Il y a Mamoudou Lamine Sanokho, un romancier de Thiès, qui dit, que je salue au passage, qui dit souvent que en matière d'amitié, quand il s'agit de texte, je n'ai pas d'amis. Moi, c'est pareil. Il a tout dit. Il le dit, hein? Vous lui direz qu'il a tout dit, parce que moi, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de... Non, c'est juste par rapport à l'écriture. Je te jure sur ton écriture. C'est tout. Et ensuite, et après cela, maintenant, on peut fraterniser, hein? Pas de problème. Hein? On peut fraterniser. Mais bon, l'écriture d'abord. À part l'écriture, est-ce que vous avez un autre travail? Oui, comme je vous disais, j'étais professeur à l'université de Dakar pendant plus de 35 ans. Donc, mon premier cours, je l'ai fait à l'EBAD, à l'université de Dakar, en 1983, mon premier cours à l'université. Je m'en rappellerai toute ma vie, bien sûr, c'était merveilleux. Et puis après, j'ai continué au niveau de ce qu'on appelait l'ENSUT, qui est devenu maintenant l'école polytechnique supérieure. En sociologie de la communication, j'ai enseigné la biotechnologie, j'ai enseigné la documentation, j'ai enseigné la littérature, parce que je suis docteur S-lettres, donc en littérature africaine et littérature contemporaine, française. Et puis, je suis aussi journaliste. J'ai travaillé avec de très grands journalistes comme Patembo, comme Moustapha Touré, à Takoussan. Takoussan, c'était nous, avec les Khalidou Kassé, avec les Mademba Ndiaye, avec Demba Ndiaye, avec Feu Mam Olafay. Et puis j'ai travaillé aussi dans des organes d'autres en France, où j'ai animé aussi de la radio,
j'ai animé la radio avec Aram Diop à Dakar. Aram Diop. Oui, Aram, on a travaillé ensemble. À l'époque, d'ailleurs, je me rappelle le jeune, là, il y avait un jeune qui était avec nous. Et c'est lui qui faisait ce qu'on appelait la consolette, quoi. C'est la musique, tout ça. Et donc, Aram, on a fait une émission qui s'appelait d'ailleurs FM, radio. On a juste appelé FM comme ça, quoi. Radio Libre, on l'avait appelé Radio Libre, cette émission à la radio. Et puis en France, j'ai aussi animé des émissions à la radio et aussi à la télévision, sur la DSN TV, avec mon grand ami, mon jeune frère que je salue au passage, Mike Silla, qui est très grand designer, styliste dans le monde, en même temps qu'il fait d'autres choses. Il a une télévision qui s'appelle la DSN TV, la télévision de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Et en même temps, je suis aussi sociologue. Monsieur Pluriel. C'est ça. Chaque fois, je dis, me disent, mais tu as combien de vies? J'ai dit, mais j'ai une seule vie, mais avec plusieurs passions. Ça, c'est comme ça, hein? Moi, je suis juste comme ça. Mais écoute, Mousso, quand je te vois dans tes comptes, quand je te vois, tu es Sundiata Keita, tu es là dans le tu es dans l'assainissement, tu es dans les bruits entre les voisins, tu es à la télé. J'ai aimé parce que tu étais avec ma grande amie, ma sœur, Mariam Mando. Oui, Mariama, c'est ma divine sœur, c'est mon âme sœur. Mariama, c'est une grande dame. C'est une très grande dame. Et c'est ça que j'aime bien. Tous ces gens qui ont plusieurs casquettes de vie, qui ont plusieurs vies en une seule vie. C'est extraordinaire. Bon, dans quelle langue avez-vous commencé par écrire? J'ai commencé à écrire en français. Maintenant, j'écris en wolof. J'écris aussi en anglais, en espagnol. C'est bien ça. Mais j'ai commencé à écrire en français parce qu'il ne faut pas oublier que nous, à l'école primaire, nous avions le symbole. Le symbole, c'était quoi? Le symbole dans la cour. Quand tu parles. Quand tu parles wolof, on te donne ça. Et puis, tu n'allais pas manger à midi, hein? Ou bien tu balayais la classe. Oui, ça c'est vrai. Ou bien tu revenais le samedi après-midi pour... Mais c'est extraordinaire pour balayer. Oui. Et je me suis aperçu quand je suis allé en France que ma copine bretonne, Maryse, aussi, en Bretagne aussi, c'était pareil. Quand la Bretagne veut s'affirmer comme en autonomie, tout ça, comme le Pays Basque, mais aussi ils étaient soumis au même symbole que nous. C'est-à-dire que s'ils parlaient breton dans la cour de récréation, ils étaient punis, quoi. Et nous, on avait un os, je me rappelle, un os bien taillé, quoi, un os magnifique qu'on nous donnait, et puis tu gardais ça. Quelquefois même autour de ton cou. Et puis c'était assez humiliant, bien sûr. Et voilà. À chaque fois qu'on te voit avec cette os, on sait que tu as parlé wolof. Tu te rends compte? Humilié pour avoir pas de la maternelle. Non, ils avaient une façon de faire. Le traumatisme. Mais c'est de ça que le traumatisme. Donc voilà, du coup, on a commencé à écrire en français. Et puis on avait quand même la chance d'avoir des professeurs, des maîtres extraordinaires qui nous apprennent le français en français. Et puis on avait quand même la chance d'avoir des professeurs, des maîtres extraordinaires qui nous apprennent le français. On n'avait pas dans une dictée, on n'avait même pas le droit de faire un quart de faute. Voilà. Donc voilà, tu savais que tu avais intérêt à être vigilant et rigoureux. Ça, c'est vrai. Voilà. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire vos livres? Aider non, il m'arrive par contre d'écrire des livres à 4 mains. C'est-à-dire avec d'autres écrivains. Par exemple, là, actuellement, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles avec un jeune écrivain gabonais, Efri. Donc, avec qui je suis en train d'écrire ce livre. On l'écrit, donc chacun fait 4 nouvelles ou 5 nouvelles. Après, on publie le livre, donc chez GNK de diffusion. Et donc, par contre, je puise beaucoup de gens, mais je n'écris pas avec l'aide de quelqu'un. Sauf par contre, c'est les gens qui me lisent et qui me saisissent très souvent, qui saisissent notamment, j'avais une assistante qui faisait ma saisie. La pauvre, je la plaignais, parce que moi j'écris d'une manière tellement avec des pattes de mouche, mais c'était la seule qui pouvait me déchiffrer. Donc dans ce que je lisais, et donc qui m'a beaucoup aidé. Donc, je la remercie au passage. Adélaïde, maintenant elle est en Guadeloupe. Elle a beaucoup aidé dans la diffusion de mes ouvrages, à les mettre au clair. Michel Bey, on dit toujours qu'un bon poète doit être passionné, patient, minutieux, avoir le sens de l'observation et surtout accepter la critique. Qu'en pensez-vous? Accepter la critique. Mais
Un poète, tout à l'heure j'ai employé le mot exprès de dire les passions. Ce sont pour moi des passions, tout ce que je fais. Et pour moi, un poète doit être un passionné au moins de la vie. Au moins de la vie. De la vie, c'est-à-dire la vie dans toutes ses fragrances, dans toutes ses effluves. La vie dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille. La vie dans la religion, dans la spiritualité. Chaque fois, je dis aux gens, attention, il ne faut jamais confondre la religiosité et la spiritualité. Être spirituel, c'est une autre dimension humaine. Être religieux, tu sors, tu prends, tu fais tes prières, tes ablutions, tu pries, et puis comme le veut la religion. Être spirituel demande un dépassement qui est donc de t'engouffrer dans les mailles de l'humain, dans les labyrinthes de l'humain, de l'esprit, avec E majuscule. Et c'est par là que l'on devient un poète, parce qu'un poète ne peut être poète que quand il est porté par les mots, quand il y a le rythme et la scansion, quand il y a les images, et c'est tout cela, et les musicalités, la musicalité, le rythme, et c'est tout cela qui fait la magie d'un poème. Parce que tout poème doit être magique. J'avais un grand professeur à l'université à Nanterre, quand je faisais mon DEA, je me rappelle, qui disait, il ne faut jamais oublier que l'anagramme du mot image, c'est magie. C'est très bon. Et donc c'est ça. Et donc le poète doit être porteur de tout cela. Et le poète doit savoir qu'il doit être dans la tolérance, dans l'acceptation de la parole de l'autre, dans l'acceptation de l'esprit de l'autre, dans l'acceptation de la religion de l'autre. La religion, pour moi, c'est être païen, c'est être religieux, être musulman, être juif, être catholique. Moi, j'ai vécu pendant 2 années en Thaïlande, en Asie. 2 années merveilleuses. Mes meilleurs amis, c'était les moines bouddhistes. J'étais avec eux tout le temps. On récitait des karmas, on récitait le Namyo Rengekyo, qui est la formule de prière du bouddhisme. Mais c'est ça pour moi, être poète. C'est non seulement marcher, cheminer avec l'autre, mais c'est divaguer avec l'autre. Divaguer, ça dit errer avec l'autre. J'adore employer un mot qui est l'errance. Parce qu'effectivement, la poésie est errance. La poésie ne doit être que errance parce qu'elle doit se faufiler partout. Être libre. Être libre. Être libre. Mais moi, chaque fois que je te vois, quand je te vois, quelquefois je te vois, je vois que tu danses même cette femme-là. Mais cette femme-là, c'est pas possible quoi. Elle a tellement de facettes. Et puis quand tu vois avec les enfants, tu es à la maison, en train de donner un cadeau rek. J'aime beaucoup les enfants. De donner un cadeau rek, mais c'est toute une magie. J'aime beaucoup les enfants. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la liberté. Ce sont mes amis quoi. Mais c'est ça. Avez-vous un bêta lecteur? Bêta lecteur. C'est quoi un bêta lecteur? Un bêta lecteur, c'est quelqu'un que tu donnes peut-être, tu écris quelque chose et tu donnes ça à Moussa ou bien à quelqu'un pour je voudrais un peu que ça soit clair pour les... Ouais, pour ceux qui écrivent, ça c'est vrai. Oui, mais moi quand j'écris, une fois que j'ai fini d'écrire, en général, je peux rester sur un poème et l'oublier, l'écrire et l'oublier pendant non seulement des mois, mais quelquefois même des années. Et je dis chaque fois aux gens, il m'arrive la nuit de me lever à 2h, 3h du matin pour changer un mot dans un texte poétique. C'est-à-dire que j'avais déjà mis un mot, mais je savais pertinemment que ce n'est pas ce mot-là que je veux. Mais en attendant, je mets ce mot-là, 3h du matin, 4h du matin, là, je me lève à cette heure-là pour mettre ce mot-là. Moi, je sais ce que tu dis. Je replonge mes mousses. Moi, je mets toujours entre parenthèses. Après, je dors comme un bébé. C'est vrai? Et donc, quand j'ai fini d'écrire, L'écrivain. j'oublie en général ce que j'ai écrit, jusqu'à ce que je commence un peu, les éditeurs commencent à me... Parce que moi, j'ai plusieurs maisons, j'ai la chance, chaque fois je dis aux gens, j'ai la chance de n'avoir jamais cherché de maison d'édition et d'en avoir plusieurs. Et donc, il y en a même une à Paris où je suis le directeur moi-même de la collection Poésie. Donc, pour vous dire, et aussi l'autre à Burkina Faso où je suis le collecteur et le partenaire principal de la maison d'édition, la Carita. Donc, j'ai cette chance-là. Et donc, quand j'ai fini d'écrire, très souvent, j'ai des amis. J'ai des amis qui viennent, quand ils viennent à la maison,
ou bien alors durant un moment comme ce que tu as vécu, c'est-à-dire la Journée internationale de l'écrivain africain, où je viens avec mes manuscrits, avec des poèmes qui sont encore en train d'être écrits, et où je lis ça devant tout le monde. D'accord. Et où je dis aussi, même devant aussi des jeunes au lycée Ibrahima Diop, à Yeumbeul, au lycée Limamoulaye, d'excellence Limamoulaye, à Dakar, ou dans d'autres endroits, où je prends la latitude de lire des textes qui ne sont pas encore finis. Et c'est comme ça que je vois la réaction des gens par rapport à ça. Même dans les nouvelles que j'écris, c'est comme ça que je fais aussi. Quelquefois, je vois les gens et puis je lis une nouvelle et puis je vois tout de suite comment ça fonctionne la nouvelle. Et je crois que c'est ça aussi. Donc, j'ai bien non seulement mon bêta, mais j'ai mes bêta lecteurs donc, qui sont là. Quoi. Quels sont les critères d'un bon poète? Justement, les critères. Justement, je dis, par contre, j'essaie d'employer le mot, j'essaie de ne pas employer le mot bon. Bon, qu'est-ce que c'est un bon poète? Je ne sais pas. Un poète, par contre, un poète, je sais ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui, à travers les mots, rencontre l'autre. Et l'autre, c'est pluriel. Hein. Pluriel. Chaque fois, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants, ou quand je fais des conférences, j'en fais beaucoup à travers le monde. Je suis rentré il y a une semaine de Bamako pour un colloque et une conférence. Et j'ai envie de dire aux gens, vous savez, l'écriture, c'est la rencontre avec l'autre, mais c'est la rencontre avec tous les autres. Et cette rencontre-là, elle est merveilleuse, d'autant plus qu'elle est plurielle et surtout qu'elle n'est pas du tout commentée et pas possible d'être commentée. On ne commente pas un poème. Un poème n'est pas commentable, entre guillemets. C'est-à-dire un poème, c'est comme une sculpture de Ousmane Sow, c'est comme un tableau de mon ami Khalidou Kassé, qui est très grand ami, c'est comme un tableau de Picasso, Guernica. Mais devant Guernica, mais tu sens ou tu ne sens pas. Devant un tableau de Monet, de Manet ou de Pissarro ou de Renoir, mais tu ne peux que ça. Devant un tableau de comment s'appelle encore le nom, Ibrahim Ndiaye, c'est ça, hein? Le grand. D'ailleurs, je crois qu'on est là où on est là, c'était qui encore? C'est ça, les tapisseries, les tapis. Mais tu ressens ou tu ne ressens pas. Tu ne peux pas commenter un tableau. Ça ne rime à rien. Donc, je dis, un poème ne se commente pas, on le sent, on ne le sent pas. Et quand Senghor dit, quand mon ami Paul Daqueuille dit, ma parole porte le soleil et une foule de souvenirs, des noms et des syllabes douloureusement arrachés à la terre. Le silence suspendu à l'horizon, comme mon enfance vagabonde, comme ma terre habillée de granit, comme la parole nue hissée à l'aube. Mais, et alors, après, une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Mais tu sens que c'est beau. Ou bien tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Hein? Il me gonfle avec ces trucs. Et c'est comme ça la poésie. Et donc, pour moi, la poésie, ça, mais c'est surtout la poésie, c'est pour moi, c'est surtout la musicalité d'un texte. D'accord. Pour moi, un texte poétique doit d'abord être musical. C'est extrêmement important. J'ai demandé souvent, écoutant la clameur, d'où venait l'approchant, le doux chant des rameurs. Un soir, j'ai demandé, etc., puis la Diop. Et c'est ça, ce rythme-là. Hein? Tout à l'heure, on disait Mario, Joal, je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels, comme un clair de lune. Mais écoute, ça n'a rien de... Mais c'est extraordinaire quand même. Mais qu'est-ce qui rend un poème faible? Mais je ne sais pas, c'est qu'il ne soit pas un poème. Je crois que, je me dis que tout ce qui, un texte qui est qualifié de faible, je me méfie du mot d'ailleurs, eh bien pour moi c'est un texte eh bien, dont les mots ne sonnent pas assez pour saisir l'autre, pour l'attraper, l'autre. Parce qu'il y a toujours ce sens de l'altérité. L'autre. Il faut que l'autre soit capté. Wow. Le sens de l'altérité. Et le texte doit avoir des images. C'est comme le conte, hein? C'est comme le conte. C'est comme le conte. Mais quand je te vois là, tu te racontes quoi? Et puis quand tu dis des choses, avec la voix qui monte, qui redescend, et puis la digression.
Tu fais plein de digressions. Mais ce sont ces digressions-là qui font l'ampleur et la richesse de ton Vous parlez de l'autre, oui. On a besoin de l'autre. Mais c'est ça. Et donc, tu as presque besoin de crier à l'autre au secours. Et c'est ça qui fait aussi la poésie. Et la poésie, évidemment, c'est aussi la tension. C'est le rythme du poème. Et tout cela, quand tu prends tout cela, à la fin que tu fais égal, ça te donne la magie. La magie. Il y a un poème très bref et codifié, venant du Japon, l'haïku, qui ne dépasse pas 17 syllabes. Pensez-vous un jour Dieu est puissant. Continuez votre question, mais Dieu est puissant. Vous voulez comprendre pourquoi? Parce que j'ai écrit 2 recueils de haïku. Ah bon? J'ai écrit 2 recueils de haïku. Mais j'en ai apporté un avec moi, de Burkina Faso. Le premier s'appelle Les fleuves dansent vers la mer. Et le dernier qui est sorti à la qualité au Burkina Faso s'appelle Des soleils levants. Oui, c'est ça, des poèmes de soleil levant pour une éternité. Le haïku, en fait, c'est la forme la plus aboutie de l'écriture japonaise. C'est codifié en tout cas. Et elle se déroule comme ça. C'est 575. C'est-à-dire que c'est des poèmes de 3 vers avec 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. C'est ça que je sais pas, quand je donne des cours d'atelier de haïku, j'en donne, je dis c'est 575, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 Qui ne dépasse pas 17 syllabes. Et c'est comme ça. Et donc, c'est la forme la plus aboutie de l'écriture japonaise. Et moi, ça me fascine parce que c'est court, concis, précis, imagé et scandé. Et chaque fois, c'est par rapport, en général, en principe, à 2 grandes dimensions qui sont l'amour et la nature. Et c'est pourquoi, moi, j'adore écrire des haïkus. Et j'en écris beaucoup, tu ne peux pas imaginer. Ah bon? Ah oui, oui, mes 2 recueils de haïkus sont... D'ailleurs, il a fallu même que je coupe certains, c'est-à-dire que je n'ai pas tout publié. Pas tout publié. Mais, alors que tu en parles, pour moi, c'est extraordinaire. C'est moi à quel point, quand même, il y a une espèce d'osmose, de fusion, de communion entre nous aussi. Parce que c'est vrai que le haïku, c'est quelque chose de faramineux. Oui, moi, j'ai une fois participé à un concours de haïku, c'était dans les années 90, hein. Je me rappelle très bien. Oui, à l'ambassade de Dakar, là, au Japon, ils faisaient ça, je me rappelle, à un moment donné. Mais moi, j'adore le haïku. J'aime le haïku parce que je suis qu'en très peu de mots. C'est vrai. Tu dis beaucoup de choses. Michel Mbaye, vous êtes lauréat du prix David Diop de la poésie 2024. J'aimerais savoir pourquoi David Diop a écrit le poème Afrique. Mais moi, je crois que... Non, il ne faut pas oublier quand même que David Diop n'est pas né ici. Hein. Il n'est pas né en Afrique, David. Il n'est pas né au Sénégal, il n'est pas en Afrique. Il est né à Bordeaux. David est né à Bordeaux. C'est vrai qu'il est mort en Afrique. Dans un crash d'avion, malheureux. Et il faut aussi dire qu'il a participé, David, j'allais dire presque au soleil, au lever du soleil en Guinée, dans l'indépendance de Guinée. Il faisait partie des premiers cadres que Sékou a appelés pour l'aider à ériger une Guinée nouvelle. Et donc c'était un homme extraordinaire. Et donc, qui est né à Bordeaux, et évidemment, il y avait une dimension qui lui manquait. C'est la dimension d'être né en Afrique. Il sait qu'il est africain. Hein? Il est africain parce qu'il est noir, etc. Mais il se dit que je suis amputé de quelque chose. Et donc, dans sa dimension poétique, chaque fois que je dis aux gens, vous savez, l'écriture, il y a une mystique de l'écriture. Une mystique divine de l'écriture. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait que David a voulu rendre un hommage à cette Afrique en
sublimant l'Afrique, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve, je ne t'ai jamais connu. Et il le dit. Et donc, il a connu après. Je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire qu'il n'a pas, hélas, la chance d'avoir cette relation ombilicale. Ndeysaan, comme tu dis, Ndeysaan avec cette Afrique-là, et aurait bien voulu l'avoir. Mais, à mon avis, il l'a eu parce que je crois que non seulement ses poèmes sont sublimes, même Dimbokro pour le Condor, à la Ronde des Hyènes, etc., qui est un magnifique poème, mais aussi il a cette dimension d'avoir été l'un des premiers dans Coup de pilon, dans le prologue au Coup de pilon, à parler de l'importance des langues nationales. Il disait ceci en gros, que aucun texte poétique, aucun texte africain ne saurait être authentique s'il n'est pas écrit en langue africaine. À son époque, il disait ça déjà. Je veux dire que ceux qui actuellement crient pour les langues nationales, David avait déjà posé le problème depuis longtemps. C'est vrai. David Diop était un poète engagé. L'êtes-vous? Je suis engagé dans la vie. Pas au point de vue de l'engagement politique, non, moi je suis engagé dans la vie. Moi je mène tous les combats. Il y a quelques années, c'était en 2021, avec des amis femmes, je précise bien, nous avons sorti un livre qui s'appelle « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». C'était un livre sur les VBG, les violences basées sur le genre. C'était avec ma grande amie Fatoumata Kane Kizerbo, de Burkina Faso, qui est sénégalaise, qui est métisse, qui est née à Bamako, qui est née au Mali, qui est sénégalaise et qui est mariée au fils aîné de Joseph Kizerbo, mon jeune frère Georges, qui est d'ailleurs un grand médecin à l'OMS. Et donc avec d'autres femmes, Fatoumata Keïta du Mali, d'autres femmes encore, nous avons... Et c'était 20 quelques femmes et nous étions 4 hommes à avoir écrit ce livre. Et chaque fois je dis aux gens, pour moi, c'est le livre le plus important que j'ai écrit, dans lequel j'ai participé, parce que c'est un combat que je mène. Mon combat, mon engagement, c'est dans, chaque fois je dis aux gens, mon credo, c'est l'éducation et la transmission. Et je le fais. Depuis 35 ans, j'enseigne à l'université, je fais des conférences dans le monde entier, et j'écris, et on me lit. Et puis voilà. Je discute avec les gens, avec mon ami Sadakan, qui m'invite très souvent chez lui. Je salue au passage. Mon ami Sada. Salut Sada. Et lui, il voudrait bien que je sois toujours chez lui en tant que chroniqueur. Mais je lui dis, mais Sada, je n'ai pas encore ce temps-là. Mais c'est un de mes meilleurs amis. Il est extraordinaire. Donc voilà, moi, c'est ces combats-là de la vie. Le combat de la famille. La famille, écris sur la famille, tout à l'heure tu disais que tu aimes les enfants. Mais la famille, moi, ma famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. C'est mes meilleurs amis. Moi aussi. Quand je suis à la maison, il dit, maman, il faut que papa, il faut que pas ici des semaines, arrêtez là, mes frères là. Ce sont mes amis quand même. Mais quand tu voyages, quand tu n'es pas là, la maison là, elle est terne. Tu vois, donc, parce que je suis un peu le clown aussi de la famille. Et ça, c'est aussi un engagement. Et je crois que c'est... Et puis, je suis dans l'engagement de l'écriture. Non seulement j'écris, mais je diffuse à travers des maisons d'édition. Je corrige des manuscrits. Je ne sais même pas combien de préfaces j'ai écrites. Je ne sais même pas combien de postfaces j'ai écrites. De gens qui viennent du Cameroun, de Côte d'Ivoire. À mon avis, Maki était, je te salue au passage. Il y a du sort, du Cameroun, etc. J'arrête pas de faire des postfaces et des préfaces et de faire aussi des conférences. Comme je l'ai été au Mali, là, ça fait une semaine. J'étais à Bamako pour une conférence, sur un colloque avec des jeunes slameurs. Je m'engage avec les jeunes slameurs m'appellent le père des slameurs et puis avec Fatou Yelifay, qui est la mère des slameurs. Et du coup, c'est ça aussi. Notre engagement. Donc chaque fois je dis aux gens, oui je suis engagé, mais je ne suis pas dans l'engagement sartrien, Jean-Paul Sartre, etc. Non, je suis dans l'engagement dans la vie, c'est-à-dire que tous les combats qui pour moi sont des combats qui sont justes et nobles, eh bien je les embrasse avec volupté.
D'accord. bonheur et force. Pour ceux qui viennent de nous prendre en route, vous êtes bien dans votre grande émission Chant littéraire. Et ce soir, nous recevons le poète lauréat David Diop 2024, M. Ndongo Mbaye. M. Ndongo Mbaye, existe-t-il une différence entre un poème et une poésie? Entre un poème et une poésie. Mais pour moi, dans la mesure où on peut dire j'ai écrit un poème, où on peut dire j'ai écrit une poésie. Dans la mesure où on peut dire j'ai écrit un recueil de poèmes. Dans la mesure où on peut dire j'ai écrit un recueil de poésie, ça veut dire que poème et poésie, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne vais même pas chercher à trouver la différence, parce que pour moi, cela va de soi que quand on parle de poésie et de poème, on parle de la même chose. C'est-à-dire on parle de ce qu'on tout à l'heure on disait par rapport à ce que c'est qu'être poète, ce que c'est que la poésie, ce que c'est qu'un poème, et tous les éléments constitutifs d'un texte poétique. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. D'accord. Tout à l'heure, je vous avais présenté un jeune homme qui passait, je l'ai dit que c'est un grand peintre. M. Sidi Gaye, qui est d'ailleurs ici au Manufacture sénégalaise des arts décoratifs. Il a dit un jour qu'à travers sa peinture, il arriverait à amener la paix dans le monde. Pensez-vous qu'à travers la poésie, vous pouvez transformer le monde? D'abord, je le salue au passage. Moi, j'adore la poésie, j'adore la peinture, j'adore les arts. D'ailleurs, je collectionne des tableaux à Yembol dans mon appartement, dans ma maison. J'ai des tableaux qui viennent de la République dominicaine, de Haïti, tout ça. Et donc, j'adore les arts pluriels. J'ai fait beaucoup de photos dans ma vie. J'ai fait même du développement noir et blanc, couleur, etc. à Paris. J'ai donné des cours de photos à des jeunes. Et entre parenthèses, actuellement, mon objectif, mes deux objectifs, c'est de faire de la peinture et de faire avec mon ami Moussa Touré, donc qu'il m'initie justement au cinéma, à la piste, tout ça. Et il est d'accord, et donc j'ai d'autres jeunes, d'ailleurs Yoro Lidelnia aussi qui m'ont dit, mais il n'y a aucun problème, on va vous initier. Pour vous dire à quel point je suis dans l'art jusqu'au bout. Et alors, mais tu ne peux pas comprendre combien je comprends ce peintre. Oui, Sidi Gaye. Parce que pour moi, l'art, il n'y a pas plus pacifique que l'art. Parce que l'art transcende les frontières. Non seulement elle transcende les frontières géographiques, mais il transcende les frontalités humaines de la tête. C'est-à-dire que l'art transcende le réel, il transcende le géopolitique, il transcende l'humain. Et c'est dans ce sens-là que chaque fois je dis aux gens, la poésie c'est le dernier rempart de l'humanité. La poésie c'est ce qui nous sauvera. La poésie c'est ce qui sauvera l'humanité. Et comment? Évidemment en installant la paix et la concorde. Et la félicité, et la sérénité, et la quiétude, et l'amour. Et c'est pour ça que je crois profondément eh bien, à l'apport salvateur de la poésie. Que pensez-vous de cette citation? Un poète est un monde enfermé dans un homme. Oui, quel sacré monde. C'est un univers extraordinaire. C'est un univers infini. Ça c'est sûr que... oui, c'est vrai. C'est que nous sommes détenteurs, comme promettait l'été par rapport au feu. Je crois que nous sommes détenteurs de ce qui profondément fait l'humain. C'est-à-dire en fait à cette profondeur de l'esprit et cette dimension plurielle, polyphonique. Mais cette dimension entre la nature, la culture, entre les astres,
quand on appelle la concordance des astres, c'est extrêmement important. Les étoiles, la lune, le soleil. Même un passage de nuages dans le ciel, c'est déjà une signifiance. C'est déjà un sens. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose sans qu'il y ait un sens. Oui, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Je n'y crois profondément. Personne ne me fera croire à ça. Donc c'est vrai, absolument, j'adhère profondément à cette pensée, qui est pour moi une pensée philosophique sur la poésie, sur le poète. D'accord. Et le verre est de bronze et la prose est d'argile. Encore une fois, tu vois comment à travers la scansion, les rythmes, on fait aussi un poème, mais avec aussi, dans tous les mots que tu as cités, il y a le mot argile qui est extrêmement important. Avec l'argile, on fait tellement de choses. Oui. Avec le bronze On aussi, manipule. avec l'argile. Tu transformes l'argile comme tu veux. Et non seulement ça, mais l'argile fait corps avec toi, avec tes mains. Un jour, j'étais invité en France dans un festival justement de sculpture d'argile et où je passais sur scène avec une grande amie congolaise qui s'appelle Simbovili. Je passais sur scène et justement j'avais fait un petit laïus sur l'argile en me disant oh combien l'argile est magnifique et inspirant et important parce que justement non seulement on peut toucher l'argile, mais on peut transformer l'argile. On peut la manier. Mais on la rend malléable. Voilà. L'argile est malléable. On peut lui donner toutes les formes qu'on veut, comme Dieu a fait toutes les formes qu'il a voulu. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension divine de l'argile. D'où on peut trouver vos ouvrages? Les ouvrages, on peut les trouver donc sur Amazon, il n'y a aucun problème. Sans que Amazon, ils sont depuis celui-là, ils sont en 2018 sur Amazon. Il y en a d'autres, hein? Et puis voilà les autres images. Donc ils sont sortis chez Maître du Jeu à Dakar. Il y en a qui sont à La Calita au Burkina Faso. Et puis ensuite à Saint-Graal à Abidjan. Donc le dernier d'ailleurs est sorti de là-bas. Il s'appelle Il tombait comme des gouttes d'amour à Abidjan. D'accord. Et ici au Sénégal, à Dakar? Et au Sénégal, donc c'est Maître de Jeu, donc Papa Samba Badji. D'accord. Et puis c'est surtout maître du jeu. Et puis donc voilà, au Sénégal, c'est ça. En fait, je travaille beaucoup avec Maître du Jeu édition, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui a cette dimension d'un éditeur, en même temps il est écrivain. Très balèze écrivain, Pape Samba, et il connaît la valeur de l'écrivain parce qu'il donne la valeur à ses écrivains et en même temps il les sublime. Et ça j'aime bien de cet homme. Et puis bien sûr il y a aussi notre propre maison d'édition qui est à Paris, qui s'appelle Lettres de Renaissance, avec mon ami Amadou Eliman Khan, et dont je suis le directeur de la collection Poésie qui s'appelle simplement Paroles Arc-en-Ciel. Je vous laisse conclure. Donc, écoutez, conclure. Mais avec toi, Moussou, est-ce qu'il y a possibilité de conclure? Je ne sais même pas. Parce que c'est vrai que chaque fois je dis, mais tu es tellement multidimensionnel, tu es tellement polyvalente, que je crois que ce qu'il juste pour conclure, c'est que de reconnaître la valeur de ce que tu fais, du travail que tu fais, du travail pluriel que tu fais. Et quand moi, les gens aiment l'écriture, aiment les mots, et puis aussi, c'est quand ils savent les manipuler. C'est important. C'est important. Et quand ils savent la résonance des mots, quand ils savent ce que dire un mot veut dire, c'est extrêmement important. Donc, simplement, je vous dis, Dieu vraiment, que Dieu élève. Bolal ma si ngom bi quoi jabaxata ngom. Jabaxata ngom. Ah ben fat. Yé ko colonel nga bal ma xade deng nga bal ma donc non mais c'est vrai que c'est ça et je crois que c'est extrêmement important donc que Dieu veille sur toi. Amin ya Rabbi, merci beaucoup. Merci. Merci à notre invité de ce soir, Dr Ndongo Mbaye, lauréat du prix David Diop de la poésie 2024 qui nous vient de Dakar.
Merci au directeur des manufactures sénégalais des arts décoratifs de Thiès, M. Aliou Diouf. Merci au PCA colonel Moumar Gueye. Merci à mon cadreur Moussa Mbaye et son stagiaire. Merci à mon couturier Djibi Ndiaye Sofrako. Merci à ma coiffeuse Kolle Diop, Kolle Coiffure. De passage, je présenter mes condoléances à propos du décès de son papa. Que la terre lui soit légère. Merci à Madame Fall, Madame Gueye, Madame Foulard qui m'a coiffé. Merci à vous, téléspectateurs et internautes, d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro. Inch'Allah, en attendant, je vous laisse avec ce que vous aimez le plus, avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion vénère et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin qu'habitué de l'école de Coralie. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire